Salutations, je suis très contente de vous retrouver enfin pour la vidéo sur le club de lecture. Ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas revenue sur cette chaîne pour qu'on parle ensemble de ce club de lecture. La dernière vidéo date de fin mai, je vous donnais les livres qui étaient au programme pour le mois de juin. Finalement ça s'est transformé en livres plus ou moins au programme de juin et de juillet, et d'ailleurs c'est un système que je pense pérenniser, c'est-à-dire cet accident va devenir la norme, et donc désormais en fait les livres seront au programme pour 2 mois. Donc là les livres que je vais vous donner, d'ailleurs on va peut-être commencer par là, comme ça ce sera fait, seront au programme du club de lecture pour le mois d'août et pour le mois de septembre, et donc on se retrouvera en vidéo à la fin du mois de septembre pour débriefer ensemble. Bien sûr dans cette vidéo, en plus de vous donner ces informations un peu pratiques et de vous donner les titres qui sont au programme, on va revenir enfin, il est temps parce qu'on est fin juillet, sur les 2 livres qui étaient au programme. Je vous le dis directement, pour ma part ça a été un peu laborieux pour un des 2 textes en fait. Il y en a un où il y a eu pas de problème, si ce n'est que je suis pas quelqu'un de très organisé et de très diligent, mais à part ça il n'y a pas eu de problème. Par contre l'autre ça a été beaucoup plus compliqué et c'était assez inattendu, mais on va revenir là-dessus ensemble un peu en détail et je vais vous expliquer, et je pense pas être la seule d'ailleurs à avoir eu quelques difficultés avec ce livre. Mais du coup, avant de revenir sur ces 2 bouquins, je vous présente les livres qui sont au programme pour les 2 prochains mois, donc pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Le premier que j'ai mis au programme, c'est un livre qui a mi-chemin entre la philosophie, le droit et l'analyse littéraire, puisque c'est ce livre-ci, Dostoïevski, Dire la faute, de Brigitte Brin. Je suis désolée, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom. Comme d'habitude, vous trouverez l'ensemble des titres, des noms d'auteurs, autrices et des éditions dans la barre d'infos, ce qui est plutôt pratique pour le club de lecture parce que le but c'est qu'on lise ensemble, donc si vous n'êtes pas capable de trouver les livres, ça va être un petit peu compliqué. Mais du coup, ce livre-ci, c'est un des livres qui fait partie de la collection Le Bien Commun aux éditions Michalon, qui est une collection que j'aime énormément, dont j'aurai l'occasion de vous reparler sur la chaîne, je pense, déjà dans le cadre de ce club de lecture, et même plus généralement parce que c'est une série extrêmement intéressante qui se propose de faire une lecture en fait de grands penseurs autour de la question du droit, autour de la question de la justice. Donc là, celui que j'ai choisi, c'est Dostoïevski. Je l'ai choisi parce que je ne pense pas être la seule à avoir du mal avec Dostoïevski et en même temps à être extrêmement attirée par son travail, et Dostoïevski est quelqu'un qui, sur ses problématiques de péché, sur ses problématiques de justice, sur ses problématiques de culpabilité, de faute, de responsabilité, est vraiment extrêmement intéressant. C'est quelqu'un qu'on mobilise en fait au-delà du champ littéraire, qu'on mobilise en philosophie et qu'on peut aussi mobiliser dans des réflexions autour de la justice et autour du droit en général et du droit pénal en particulier. Pour ce qui est du 2e livre, j'ai choisi quelque chose qui n'a rien à voir au niveau des thèmes, mais qui est un livre et un penseur qui, moi, m'attire depuis pas mal de temps, donc je suis assez contente de le mettre au programme, de m'être lancée là-dedans. C'est ce livre-ci d'un penseur qui s'appelle André Gors, et le livre s'appelle Métamorphose du travail, critique de la raison économique. Il faut savoir que André Gors, sur la question du travail, sur la question de penser la mondialisation, de penser le capitalisme, dans une perspective qui est beaucoup plus philosophique que économique, en tout cas qui n'est pas économique au sens où on entend traditionnellement l'économie aujourd'hui dans le débat public, est quelqu'un d'extrêmement important. C'est quelqu'un qui critique justement ce qu'il appelle la raison économique, et c'est le cas dans ce livre dont c'est le sous-titre, puisqu'il va mettre en lumière pourquoi on ne peut pas penser, et on ne devrait pas surtout, puisqu'on peut dans l'absolu, mais on ne devrait pas penser le réel par le biais de l'activité économique, par le biais de la productivité économique. Donc c'est un penseur qui est hyper intéressant. Pour ce qui est aussi de l'histoire des idées, c'est un penseur qui est, de ce que j'en avais compris, puisque je ne l'ai pas encore lu puisqu'il est au programme, également assez marquant, en ce sens que c'est quelqu'un qui va beaucoup s'inscrire aussi dans la continuité d'autres penseurs, notamment Karl Marx, mais en essayant de revigorer leurs pensées, de leur donner une forme de modernité et de les adapter aussi à la réalité du monde économique et social actuel, puisque vous savez ou pas que la pensée de Marx, si c'est une pensée qui est fondamentale, je pense, qu'on soit marxiste ou pas marxiste en fait, Marx est quelqu'un, on en avait parlé ensemble quand on avait parlé d'Hannah Arendt, c'est quelqu'un qui a pensé en fait la modernité sur certains aspects, donc on peut ne pas être d'accord sur ses propositions, on peut ne pas être d'accord sur son utopie, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a en fait dans l'analyse de Karl Marx une forme de prévision en fait de ce qu'est la modernité et de lucidité par rapport à cette modernité. Mais c'est vrai que de l'autre côté, c'est donc à la fois un penseur extrêmement marquant, extrêmement important, qui a été aussi structurant dans la pensée politique et dans la pensée critique pendant extrêmement
extrêmement longtemps, mais qui de l'autre côté aujourd'hui commence à dater, en fait commence à être un peu ancien. Karl Marx n'a pas vécu le XXe siècle, Karl Marx ne vivra pas non plus le XXIe siècle, et donc il est évident que la société capitaliste de son temps n'est pas du tout la même que celle que nous avons aujourd'hui, et donc ça nécessite d'avoir un recul par rapport à sa pensée tout en réutilisant ce qui peut être fructueux. Donc c'est également ce que fait, de ce que j'avais compris, André Gorz, et c'est pour ça que je pense que ça peut vraiment être un livre extrêmement intéressant. Voilà, maintenant qu'on en a fini pour tout ce qui était information, prévision par rapport au club de lecture, on va enfin pouvoir passer aux 2 livres qui étaient au programme que j'ai juste ici. Donc les 2 livres qui étaient au programme, c'était d'abord La Révolution culturelle nazie de Johann Chapoutot, qui est un livre d'histoire qui se propose à travers une pluralité d'articles qui, de ce que j'ai compris, ont été rassemblés en fait dans ce livre, de revenir donc sur le régime / l'ordre juridique nazi. Et le deuxième livre qui était au programme, c'est La crise de la culture de Hannah Arendt, sur lequel on va revenir d'abord parce que il y a beaucoup de choses à en dire, et c'est le livre qui était laborieux pour ma part, dont je vous ai parlé en début de vidéo, donc on va commencer par là. Donc je vous disais dès le début de cette vidéo que l'un des 2 textes du club de lecture avait été une lecture extrêmement complexe, et que j'en étais la première étonnée. Vous avez la raison juste ici, c'est un livre de Arendt. À la base je m'étais dit c'est vraiment le livre parfait pour le club de lecture pour plein de raisons. La première étant que j'adore Arendt, que j'ai beaucoup parlé d'Arendt sur cette chaîne ces dernières semaines, derniers mois, que j'ai eu beaucoup de retours en fait de gens qui m'ont dit que ça leur avait donné envie de s'intéresser à Hannah Arendt, et donc de base j'avais très envie à la fin du mois de mai de mettre un livre de Arendt au programme, et je me suis rappelé que j'avais ce livre dans ma bibliothèque, que c'était un livre que je n'avais pas encore lu, et que surtout c'était un livre qui était recommandé, un livre de Arendt qui était recommandé pour débuter la lecture de Arendt. Donc je me suis dit là on cumule tout ce qu'il me faut dans un club de lecture où j'aimerais mettre Arendt au programme, et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Et en fait ça s'est révélé de 1 laborieux, et de 2 un peu infructueux je pense, parce que j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit que c'était un texte extrêmement complexe, et je suis assez d'accord avec eux, et je pense clairement que ça n'est pas du tout un livre adapté pour commencer la lecture de Arendt, pour plusieurs raisons que je vais vous développer du coup dans cette vidéo. Alors les 2 premières raisons que je vais vous donner pour débuter sont peut-être les moins intéressantes, parce qu'il y en a une un peu superficielle, même si je pense qu'elle n'est pas si superficielle que ça en réalité, et la deuxième subjective, mais là encore c'est peut-être intéressant quand même que je vous la donne, puisque c'est aussi mon expérience de lecture ces vidéos, donc ça peut peut-être vous aider. Donc la première raison, qui est la raison superficielle, c'est que le livre est écrit tout petit, voire même totalement minuscule, et c'est quelque chose qui commence un peu à m'agacer avec les textes de philosophie en général et les textes de Arendt en particulier. C'est que assez régulièrement les éditeurs se disent que c'est peut-être une bonne idée d'écrire ça en police 8 ou 9 quand ils sont d'une générosité extrême, et c'est quelque chose qui est un peu agaçant, un peu énervant, et qui en réalité, comme je l'ai dit, n'est pas si superficiel que ça. C'est superficiel au sens où on est juste là en train de parler de la taille de police qui a été choisie pour imprimer le texte, donc on parle pas du tout du fond, mais de l'autre côté c'est quand même quelque chose qui peut vraiment freiner la lecture, d'autant plus quand on parle de philosophie, d'autant plus quand on parle de ce qui est le cas de ce texte, on reviendra là-dessus, mais d'un texte qui est assez dense, qui est assez exigeant au niveau conceptuel, on n'a pas besoin de se rajouter une difficulté qui est que c'est écrit tout petit, que ça te fait mal à la tête, que tu as l'impression de mettre 50 ans à lire une page. C'est normal, c'est écrit minuscule, donc il y a je ne sais pas combien de mots dans la page, donc tu mets du temps à les lire, et c'est vraiment dommage, parce que je pense que ça peut faire abandonner des gens. En tout cas je pense sincèrement, parce qu'on va le dire dès maintenant, moi c'est un livre que je n'ai toujours pas terminé, je compte le terminer, mais plus comme je l'ai fait là dans le cas du club de lecture, et donc dans le cas de les 2 tiers que j'ai lus, c'est-à-dire vraiment en lisant tout d'affilée. Je pense que maintenant je vais plutôt le morceler et voir en fonction de ce qui m'intéresse, des thématiques qui m'intéressent, d'aller chercher dans ce texte-là. Je pense que vraiment ça peut faire abandonner des gens, et moi c'est clairement quelque chose qui m'a fait freiner ma lecture, parce que c'était difficile, je n'appréciais pas vraiment, et en plus c'était hyper désagréable à lire, donc clairement ça ne te donnait pas envie de le reprendre. Quand t'étais dedans, ça ne te donnait pas envie de dépasser les 10 pages d'affilée, parce que ça complexifie la lecture pour une raison totalement nulle. Donc oui c'est superficiel, mais en même temps ça plombe la lecture pour rien du tout, donc c'est vraiment quand même extrêmement dommage. La deuxième raison maintenant, qui est la raison plus subjective, que là encore je pense quand même que c'est intéressant que je vous la donne, c'est que après avoir lu 2 tiers, je me rends compte
compte que la crise de la culture n'aborde clairement pas les thématiques qui m'intéressent le plus dans le travail d'Hannah Arendt. Comme j'ai eu l'occasion ces dernières semaines, derniers mois, de lire pas mal de livres de Arendt, je commence à savoir de manière un peu précise ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas chez elle. Et clairement, en fait, cette partie de son travail est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors ça veut pas dire que ça n'est pas intéressant, ça veut pas dire que ça ne peut pas me servir, parce que il est évident que ça permet d'éclairer en fait le reste de sa pensée, et notamment sa pensée qui m'intéresse, c'est-à-dire la question de la banalité du mal, la question de l'intentionnalité, la question du bien, du mal, de la méchanceté, etc. Il y a des éléments dans ce texte, dans ce que j'ai lu, j'en ai retiré des choses, j'ai d'ailleurs mis des post-it, j'ai annoté, je me suis dit qu'il y avait des choses sur lesquelles il fallait revenir parce que ça pouvait être intéressant d'être mobilisé, mais c'est vrai que ça n'est pas direct en fait. Et les thématiques, je vous dirai après quelle est la thématique centrale de la crise de la culture, mais ne sont pas les thématiques qui m'intéressent le plus dans le travail d'Hannah Arendt. Donc maintenant que je vous ai donné les deux arguments peut-être les moins intéressants, un peu superficiels et totalement subjectifs pour le deuxième, je vais vous dire ce qui, de manière peut-être plus objective à mon sens, rend cette lecture très compliquée. Déjà je l'ai constaté empiriquement parce que j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit que c'était difficile, et moi aussi je l'ai trouvé extrêmement difficile. Ensuite, en y ayant réfléchi, je pense que c'est un texte qui effectivement est assez difficile pour plusieurs raisons qui en fait vont un peu ensemble, qui sont la densité et la diversité en fait de la crise de la culture. La densité parce que c'est un livre, alors ça pour le coup c'est un peu une constante dans le travail d'Hannah Arendt, donc c'est pas propre à ce livre, mais la crise de la culture est un livre dans lequel, et Arendt en général, est une penseuse qui a tendance à mobiliser énormément de concepts, à replacer systématiquement ce qu'elle est en train de dire dans tout un raisonnement, alors qui est extrêmement intéressant, méthodologiquement c'est génial, c'est hyper stimulant intellectuellement, ça y a aucun problème, mais c'est vrai que du coup c'est extrêmement dense, c'est-à-dire qu'elle va à chaque fois dans tous ces concepts revenir, puisque la crise de la culture c'est 6 notions qui vont de l'éducation à l'autorité en passant par la liberté et la tradition, et donc à travers ces 6 notions, à chaque fois elle va vraiment les replacer dans toute une histoire de la philosophie. Donc c'est intéressant pour ceux et celles qui adorent l'histoire de la philosophie, pour ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire de la philosophie, mais c'est extrêmement dur si on n'est pas hyper calé en histoire de la philosophie, puisque en 30 pages on vous parle de Hobbes, on vous parle de Hegel, on vous parle de Aristote, on vous parle de Platon, et ça c'est même pas, comment dire, la finalité en fait de ce qu'elle est en train de dire, c'est-à-dire que ça c'est mobilisé, et c'est mobilisé pour défendre un propos qui lui-même est quand même pas extrêmement simple, puisque ça va être définir la notion d'autorité, définir le concept de liberté, montrer comment il évolue, montrer pourquoi il évolue, montrer pourquoi on n'est pas d'accord avec son évolution, montrer pourquoi il est en crise, etc. Donc c'est un texte qui est extrêmement dense et qui demande quand même un minimum de connaissances. Après, si on prend le temps de le lire, c'est pour ça d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je ne pense pas, c'est même pas que je ne pense pas, je ne vais pas continuer à faire comme j'ai fait jusque là, c'est-à-dire me dire il faut que je le lise entièrement, mais plutôt morceler la lecture et essayer de prendre le temps et de lire ce qui m'intéresse et de prendre ce qui m'intéresse, parce que c'est un texte qui, à mon sens, mérite vraiment que l'on prenne son temps en fait. Soit on a les connaissances de base, dans ce cas-là ça va tout seul, il n'y a pas de problème, soit on n'a pas les connaissances de base, ce qui est le cas de la plupart des gens, parce que les connaissances mobilisées sont vraiment extrêmement vastes, on reviendra sur la diversité après, et dans ce cas-là, ça vaut vraiment le coup de le prendre comme une opportunité, non seulement de découvrir le travail d'Hannah Arendt, mais aussi de se renseigner en fait. Donc ça c'est sur la première difficulté qui est la densité. La deuxième difficulté c'est la diversité. Je vous disais que la crise de la culture c'est un livre qui présente 6 thématiques différentes, et en fait ce qui est assez difficile avec ces 6 thématiques, c'est que de l'extérieur, quand on n'essaye pas de prendre un peu du recul ou de se renseigner, en fait sur ce texte, on a vraiment l'impression qu'on nous parle de tout et n'importe quoi en fait, qu'on nous projette des idées, qu'on nous projette des notions, des concepts en nous disant regarde on va parler de ça, et puis ensuite regarde on va parler de ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut un petit peu dépasser quand on essaye de dégager une forme de continuité et d'uniformité en fait des textes, ce qui est possible puisqu'en réalité la crise de la culture c'est un texte qui a comme thématique centrale la problématique de la modernité et de montrer pourquoi la modernité est en crise en l'abordant par différents bouts, hein, donc par différentes thématiques, l'éducation, la vérité, la politique, la liberté, la tradition, etc.
etc. Donc on peut dégager quelque chose d'uniforme qui évite d'avoir l'impression un peu de patchwork et de pluralité de notions qui n'ont aucun lien les unes avec les autres, mais déjà c'est pas forcément évident de dégager ça, et ensuite quand bien même on a dégagé ça, quand on est dans sa lecture et au milieu d'un texte, et donc on finit son texte sur l'histoire pour basculer sur le concept d'autorité, on est là, ah oui d'accord, donc en fait on vient de me développer un truc sur l'histoire et là maintenant on passe à l'autorité, ce qui n'a pas grand chose à voir. Alors oui il y a des liens mais ça n'a pas grand chose à voir, et en fait ça c'est extrêmement compliqué. J'ajoute aussi, là on rebascule dans quelque chose de plus subjectif, que moi c'est des structures qui en fiction comme en non-fiction ne me conviennent pas beaucoup, c'est-à-dire que j'ai du mal avec les nouvelles, je crois que j'en avais déjà parlé ici, je ne sais plus, peut-être, mais en tout cas je vous le dis, j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles. J'ai aussi beaucoup de mal avec les recueils de manière générale, parce que j'apprécie pas beaucoup le fait dans un même livre de devoir passer d'une idée à l'autre, d'une histoire à l'autre. En fait c'est quelque chose qui m'est très compliqué, et là ça a été le cas parce que oui il y a un fil conducteur, oui on peut uniformiser, enfin donner une unité plutôt que uniformiser à la pensée qui est en train d'être développée, mais de fait c'est quand même des thématiques qui sont à chaque fois très très différentes, et il faut accepter l'idée que toutes les 50 pages on va changer de thématique et il va falloir se replonger dans quelque chose de nouveau. Voilà, donc toutes ces raisons mises ensemble, ça a fait que ça a été une lecture extrêmement laborieuse, que je l'ai déjà dit, je n'ai pas terminé à l'heure actuelle. J'ai lu environ les 2/3, que je pense à la fin de mon existence j'aurais terminé, mais plutôt en piochant en fait dedans et en la lisant de manière très progressive. Je dois quand même dire que quand bien même c'est un livre que je trouve extrêmement difficile, de l'autre côté je tiens quand même à dire que malgré tous ces points, c'est quand même un livre que je trouve très intéressant, qui permet, alors je pense vraiment que en tant que tel, je sais pas si à lui seul il permet d'avoir une réflexion, mais en tout cas il permet de stimuler sa réflexion sur pas mal de thèmes. Notamment, je vais peut-être vous en parler un petit peu, puisque sinon ce serait dommage de vraiment pas du tout aborder les thématiques et de juste me plaindre sur le fait que c'était hyper dur et hyper laborieux, mais il y a 2 textes que j'ai beaucoup aimé dans ceux que j'ai lus pour l'instant. Le premier étant sur la question de la tradition, c'est je crois le premier, donc celui juste après la préface, qui aborde la problématique de la tradition et de la rupture avec la tradition en philosophie, qui est une thématique que Arendt abordait, ou aborde, je sais pas trop enfin quelle est la chronologie des 2 textes, mais aborde également dans Karl Marx, dont je vous avais déjà parlé, qui est un texte que j'aime beaucoup. Et là c'est intéressant de lire les deux, parce que les deux ont cette question de quel est le poids en fait de la tradition sur une pensée et sur le développement d'une pensée à travers l'exemple de la philosophie occidentale, et notamment du travail. Alors dans la crise de la culture, c'est pas que Karl Marx, c'est Karl Marx, Kierkegaard et Nietzsche, qui sont des gens qui se sont pensés en fait en opposition à la tradition. Et Arendt montre bien, je vais reprendre le cas de Karl Marx parce que c'est celui que je maîtrise et que je connais le mieux je pense, mais comment Karl Marx, alors même que lui se pense en rupture et qu'il y a effectivement une partie de sa pensée qui est en rupture, en fait joue dans le cadre de la tradition qui existe depuis l'époque grecque, tradition depuis l'époque grecque qui a déjà posé des problématiques de travail, des problématiques de politique et des problématiques de philosophie. Pour le dire plus précisément, c'est depuis la tradition grecque que l'on a cette forme de hiérarchie entre le travail destiné à assouvir des besoins, la politique et la philosophie tout au-dessus. C'est aussi depuis la tradition grecque qu'on a cette idée que la philosophie est avant tout contemplative. Donc en fait tous ces concepts existent depuis l'époque grecque, et donc quand Karl Marx arrive et dit moi je vais rompre avec la philosophie, mais qu'il va en fait réutiliser ces concepts et qu'il va renverser la tradition, on est bien dans un renversement, dans une inversion de la tradition, mais pas du tout dans une rupture avec la tradition. Et ça c'est vrai que c'est un thème qui irrigue un peu la pensée de Arendt, donc je suis toujours contente de trouver, parce que c'est un thème qui est pas si facile à véritablement comprendre, et dont il est pas si facile de comprendre et de rendre compte de toutes les subtilités, mais qui est vraiment extrêmement intéressant en lui-même, et aussi parce qu'il permet d'éclairer la pensée de Karl Marx. De la même manière, son analyse du concept d'histoire est aussi vraiment extrêmement intéressante, notamment la dichotomie qu'elle fait entre l'histoire et le temps, dans le fait que penser le temps et penser l'histoire ça n'est pas la même chose, qu'on pourrait même aller plus loin en étudiant en fait les différentes conceptions du temps et conceptions de l'histoire, et en montrant qu'en fait souvent notre conception de l'histoire répond, s'oppose, est un palliatif à notre conception du temps. Et puis c'est également le concept d'histoire, un moyen pour elle de mettre en lumière ce qui
est centrale en fonction des époques, comment l'époque grecque et romaine par exemple avait cette obsession de l'immortalité et comment nous aujourd'hui nous avons plutôt cette obsession de la prévisibilité et de l'imprévisibilité. Et ça rejoint vraiment ce que je vous disais au début, enfin pas au début mais au milieu plutôt de mon raisonnement sur le fait que je pense que la crise de la culture en tant que telle est peut-être pas un texte qui est directement mobilisable, mais inversement, je pense que si par exemple on s'intéresse, bon, je vais prendre des thématiques qui m'intéressent, mais en droit pénal, à quel point on est dans une volonté de prévoir les actes des individus, et bien cet éclairage de Arendt à travers les concepts d'histoire et de temps est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement fructueux, et voilà. Et du coup on passe au deuxième livre qui était au programme. Cette vidéo va être hyper longue parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. C'était donc La Révolution culturelle nazie. Pour le coup ça a été un livre que j'ai lu assez facilement. J'ai eu un peu de mal à lire en juin parce que j'ai été très occupée, mais pour des raisons qui n'avaient rien à voir. En fait, j'étais prise et tout, donc c'était un peu compliqué de lire. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire, mais en tant que tel, c'est pas un livre qui m'a posé beaucoup de problèmes et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment hyper bien. De manière générale, Yoann Chapoutot, c'est un auteur que j'ai découvert cette année et que j'adore parce que je trouve qu'il a une façon de mêler les disciplines, une façon de problématiser les questions qui est génialissime. Moi, c'est un des rares historiens que je lis avec facilité, ce qui pour moi est un peu un tour de force parce que j'ai beaucoup de mal à lire des textes historiques, mais avec lui ça passe, et ce texte là en particulier a vraiment été une très belle découverte. Donc je vous disais que La Révolution culturelle nazie, en fait c'est un recueil de textes autour de l'ordre du système juridique nazi, et ce qui est intéressant c'est déjà le titre qui a été choisi à cet essai, c'est-à-dire La Révolution culturelle. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait la révolution culturelle c'est un terme qui historiquement est situé, qui renvoie à la Chine, la révolution culturelle chinoise, et qui là va être utilisé pour les nazis, en fait, pour parler des nazis et de leur ordre juridique. Donc c'est quelque chose qui est étonnant sur le plan purement historique, parce qu'on se dit pourquoi en fait mobiliser une expression qui, dans l'imaginaire collectif, renvoie à une période historique extrêmement précise, et ensuite parce que ça paraît assez contre-intuitif de parler de révolution quand on parle des nazis. Et pourtant, en réalité, quand on y réfléchit, le terme de révolution est paradoxalement et contre-intuitivement extrêmement bien trouvé pour plusieurs raisons qui se regroupe autour d'une seule, qui est qu'en fait la révolution est peut-être le terme qui désigne le mieux ce qu'a été en fait l'avènement du nazisme dans le milieu du XXe siècle, enfin début milieu du XXe siècle. La révolution est déjà adaptée si on se place dans la perspective des nazis eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la révolution, avant la révolution française, je vous renvoie au texte de Arendt, La liberté d'être libre, dont j'avais déjà parlé, dans lequel elle parle de ça, qui est trop bien. C'est un texte hyper intéressant sur ces questions de révolution. Mais en fait, avant la Révolution française, la révolution c'était un terme d'astronomie qui était la révolution des astres, et donc la révolution renvoyait au retour en fait. Il y avait cette idée que ça allait revenir en arrière de manière assez inexorable, puisqu'il y a toujours cette idée dans ceux et celles qui utilisent en fait le concept de révolution, et ça pour le coup c'est une constante, ça n'a pas changé avec la Révolution française, de un événement contre lequel on ne peut pas lutter, en fait, un mouvement qui de toute manière arrivera. Mais ce qui était important, c'est qu'avant la Révolution française, c'était une idée de retour en arrière, une idée de il y avait un ordre, cet ordre était parfait, cet ordre était légitime, cet ordre était meilleur, et en fait cet ordre a été corrompu, a été usé de quelque manière que ce soit, et donc il faut que nous revenions en arrière. Et en fait, si on se place dans la perspective des nazis, et c'est ce que fait Yoann Chapoutot, puisque au-delà du titre, il y a toute une analyse derrière sur de multiples pans, notamment sur comment les nazis fondent en fait ce qu'ils sont en train de faire, légitime, justifie ce qu'ils sont en train de faire. Si donc on se place dans la perspective nazie, en fait c'est des gens qui ne se pensent pas du tout en rupture. C'est au contraire des gens qui ont eu à cœur, par le biais des juristes, par le biais des philosophes, par le biais des historiens, de fonder ce qu'ils étaient en train de faire, notamment en allant piocher dans le monde grec, dans le monde romain et également dans la philosophie allemande. On a dans le texte de Yoann Chapoutot la mise en lumière de comment par exemple les nazis ont utilisé Platon, ont déformé Platon bien évidemment parce qu'il y a plein de choses que Platon ne dit pas du tout, mais en fait c'est intéressant de voir comment ils vont finalement se saisir de ce qu'a dit Platon pour dire bah regardez en fait, ce que l'on dit ça a déjà été dit avant nous, ce que l'on est en train de faire ça a déjà été dit avant nous. Pensez qu'il n'y a pas d'humanité commune, pensez qu'il n'y a pas de droit qui serait associé au fait que nous soyons humains, parmi lesquels le droit de vivre, c'est quelque chose qu'on défendait déjà chez les Grecs, et là ils vont citer des textes de Platon qui va hiérarchiser effectivement les sociétés. Chez Platon on est dans une vision organique de la société, qui répond d'ailleurs à
à une certaine vision du corps et de l'âme, et donc ils vont dire en fait on ne fait que réutiliser ça. C'est que ensuite le monde chrétien est arrivé, ensuite les juifs sont arrivés, et tout ce petit monde a perverti tout ça, mais c'était bien mieux avant. Donc on voit bien cette idée de révolution, et en ça le titre de révolution donne vraiment un éclairage sur tout l'essai et répond bien à la manière dont est structuré l'essai, c'est-à-dire essayer de voir où les nazis trouvent leur légitimité, de 1, et de 2, comment ce sont des gens qui pensent véritablement que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas du tout une rupture, n'est pas du tout nouveau, mais au contraire est un retour à une période qui était bien meilleure, qui était bien plus légitime, et donc à laquelle il est souhaitable de revenir. Mais également, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que le concept de révolution peut aussi s'adapter à une certaine lecture que l'on pourrait faire des nazis, cette fois-ci en adoptant le concept tel qu'il existe depuis la Révolution française. Parce qu'on pourrait également dire que les nazis sont d'une certaine manière, même si, et c'est tout le travail de... enfin, une partie du travail de Johann Chapoutot est là-dessus, en fait, sur montrer comment les nazis ne sont pas des extraterrestres qui sont arrivés, mais des gens qui s'inscrivent dans la continuité de toute une pensée qui a été celle de l'Europe au 19e siècle et au début du 20e siècle. Les nazis n'ont pas tout inventé, clairement, notamment le racisme, le nationalisme, l'impérialisme, l'antisémitisme et autres ne sont pas des concepts fondamentalement nazis, sont des choses que l'on trouve dans la pensée européenne, donc il y a effectivement une continuité, mais il y a également dans la pensée nazie une rupture en fait, et en ça on pourrait employer la terminologie de révolution au sens de faire table rase, et plus précisément au sens de faire table rase de ce qu'est l'Europe depuis le christianisme et également depuis les Lumières, parce que quand on étudie, et c'est là encore ce que fait cet essai, notamment à travers la vision que les nazis avaient des Lumières, notamment à travers la question du mariage par exemple. Il y a une analyse très intéressante sur comment des nazis ont défendu la polygamie et sur pourquoi ils l'ont fait. Et bien derrière ça en fait il y a véritablement une rupture. Il y a une rupture avec cette idée qui existe depuis l'avènement en fait du monde chrétien et la structuration de la doctrine chrétienne, que chaque être humain, parce qu'il est un être humain, a des droits, que nous serions égaux parce que nous sommes humains. Ensuite, il y a des inégalités politiques, enfin c'est tout le paradoxe d'ailleurs de la pensée chrétienne qui est d'admettre les inégalités terrestres tout en disant que devant Dieu nous sommes égaux, mais ce qui est fondamental, et c'est quelque chose qui est repris par les Lumières, c'est cette idée de droit qui serait attachés de manière inaliénable, c'est les droits inaliénables de l'homme à l'être humain. Les nazis, eux, sur ce point, sont en rupture totale, sont dans une forme de révolution, cette fois-ci au sens vraiment de faire table rase du passé, puisque ce qu'ils défendent, c'est au contraire l'idée que il n'y a pas d'humanité commune, il n'y a pas d'égalité commune, il n'y a pas de droits que nous aurions parce que nous sommes nés et parce que nous appartenons à une commune humanité. Au contraire, il y a des races, il y a donc des hiérarchies, il y a donc des gens qui valent mieux que d'autres, il y a donc des gens qu'il faut favoriser au détriment des autres, et derrière il y a aussi des gens que l'on peut éliminer. Donc c'est intéressant en fait de comprendre cet essai à travers son titre, de voir véritablement comment il y a une révolution dans l'ordre juridique, dans le système juridique nazi. Eux pensent cette révolution au sens astronomique du terme, parce qu'ils sont en recherche permanente de légitimité dans l'ordre ancien et de légitimité dans l'histoire. Et il y a également une révolution au sens moderne du terme, c'est-à-dire que il y a dans l'ordre juridique nazi une rupture, une table rase par rapport à ce qu'a été la pensée politique, la pensée morale aussi, et la pensée juridique jusqu'alors, qui était fondée, même si en pratique c'était loin d'être le cas et c'était loin d'être parfait. Alors, les nazis n'ont pas inventé l'inégalité et n'ont pas inventé la domination, mais en tout cas dans la pensée commune il y avait cette idée d'égalité en fait, et cette idée de commune humanité. Donc voilà, c'est un essai que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant. Il y a énormément de choses qu'on aurait pu dire dessus. Là j'ai vraiment choisi en fait de vous le présenter par le biais de son titre et du concept de révolution, mais en réalité il y a plein de choses qu'on aurait pu développer, la question de la nature, la question du rapport au réel, la métaphorisation permanente du réel pour créer une distance entre ce que l'on est en train de faire et ce que l'on pense que l'on est en train de faire, et comment on se pense et comment on se raconte. Il y a la question du rapport à Kant qui est extrêmement bien développée, la question de la polygamie et du mariage en fait dans le nazisme sur lequel on aurait pu revenir, mais
Cette vidéo était déjà très longue et le but c'est aussi que vous puissiez, je pense, le découvrir parce que c'est vraiment un essai qui en vaut la peine. Voilà, sur ce, cette vidéo est enfin terminée. Ça a été très long. J'espère en tout cas vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de rejoindre le club de lecture pour les 2 prochains mois. Pour rappel, c'est ces 2 livres qui sont au programme, Dire la faute chez Dostoïevski et Métamorphose du travail par André Gorz. J'espère que je vous ai permis de découvrir certains titres. Vous retrouvez aussi très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très bonnes lectures. Salut!